Revenons sur les enseignements de la COP27 à présent avec Laurent Babiquian à nos côtés en plateau, directeur monde des marchés de capitaux du CDP. Laurent, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Carbon Disclosure Project, le carbone c'est la spécialité, la mesure carbone c'est la spécialité du CDP. Une des spécialités. On peut rajouter l'eau, la forêt et maintenant la biodiversité. La question n'est pas de savoir à quoi servent les COP, puisqu'il y en aura d'autres. C'est ce que je disais, elles sont déjà programmées à l'agenda. Tout le monde a été déçu du bilan de la COP27. La question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre désormais de ce type de sommet dédié au climat, et qu'est-ce qu'il ne faut pas ou plus en attendre? Écoutez, c'est une très bonne question et merci de la poser. Donc la COP, effectivement, a accouché d'un programme pour pouvoir aider les pays vulnérables. En fait, ce serait un fonds qui serait créé par les pays riches pour payer les dommages que les pays vulnérables subissent. Donc ça, c'est la principale information de cette COP. Il a fallu 30 ans pour arriver à ça, alors que ce serait quelque chose qui devrait être totalement normal et ça aurait dû être fait déjà depuis longtemps. Et en plus, les modalités vont être discutées en 2023 et décidées à la prochaine COP qui aura lieu à Dubaï, je précise, en 2024 pour pouvoir faire un funding après 2024. Donc il y en a encore pour 5 ans, quoi. Entre-temps, les pays vulnérables vont en prendre plein la tête ou plein leur territoire. Et donc, c'est une enceinte où 195 ou 196 pays se parlent du climat et normalement pour régler les problèmes climatiques. Bon, voilà. Donc, en l'occurrence, à cette COP-là, rien n'est sorti sur ce qu'on appelle le phase down of oil and gas, qui serait la chose à faire de manière systématique. Et ça a été retiré du texte officiel. Donc, pas de phase down, ça veut dire qu'on va continuer à faire des émissions, puisque je vous rappelle que ce qui est prévu pour 2022, c'est plus 1% par rapport à 2021. Et d'après le World Resources Institute, ce qui est prévu pour 2030, c'est plus 7%, alors qu'on doit faire moins 45%. Donc on se trompe de direction, si vous voulez. Et alors, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'à la COP, il y a eu une très grosse présence des lobbies de l'oil and gas. 635 lobbyistes ont été agréés à la COP de Sharm el-Sheikh. C'est plus que d'habitude ou pas, Laurent? C'est plus que d'habitude. C'est plus que d'habitude. Et probablement la prochaine à Dubaï, ça va être encore plus. Oui. C'est plus que le nombre de représentants des pays vulnérables, les 20 pays vulnérables. Donc c'est un problème, il faut contrôler ça. C'est un problème, c'est normal quand même que cette industrie soit présente à ce type de sommet. Elle est la première concernée peut-être par ce qui se joue dans les COP, Laurent. Oui, mais elle est tellement concernée qu'elle va faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Ouais. Donc c'est un vrai problème de fond. Et il y avait d'ailleurs la UNFCCC, donc qui est la structure des Nations Unies qui s'occupe de ça, avait décidé de mettre en place un système de vérification des observateurs. Ils l'ont annoncé, c'est toujours pas fait. Probablement parce que les lobbies luttent contre ça pour pas qu'il y ait un système de régulation des observateurs qui assistent à la COP, et les lobbies sont des observateurs. Donc ça, c'est vraiment c'est un problème. C'est un problème de fond. On peut se demander maintenant quelle est l'efficacité des COP. On a l'impression que plus ça va, moins les COP sont efficaces. Donc là, on est capable, alors avec du retard, vous l'avez signalé, on est capable de se mettre d'accord sur des aspects de solidarité, de soutien vis-à-vis des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Donc on traite les symptômes d'une certaine manière. En revanche, les avancées sur le climat, la feuille de route mondiale climatique ne se joue plus à travers les COP. Non, tout le monde était très content que le G20 réaffirme l'objectif de 1,5 degré à 2050. Les gens de Sharm el-Sheikh étaient contents quand le G20 en Indonésie. Bien sûr. Mais ça n'est qu'un objectif et ce n'est qu'un commitment. Il n'y a pas de plan d'action et il y a beaucoup de talk, il y a beaucoup il y a beaucoup de discours et très peu d'action. Donc, et puis pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les pays devaient, depuis 2009, les pays développés devaient donner 100 milliards par an aux pays en voie de développement pour les aider à faire les transformations, l'adaptation et l'atténuation de leurs émissions. Et on arrive en 2022, on est à peine à 85 milliards et on prévoit 100 milliards pour l'année prochaine, alors que ça aurait dû être fait déjà depuis pas mal d'années, et ça doit être chaque année. Donc ça, c'est un problème. Et en plus, quand on donne cet argent, c'est parfois fait sous forme de donation, de grant, et parfois fait sous forme de prêt. C'est-à-dire que le pays pauvre va devoir rembourser cet argent, alors que nous sommes les principaux bénéficiaires de ce qui s'est passé au niveau du changement climatique.
on a exploité les ressources là-bas, on a produit, on s'enrichit ici. La moindre des choses au niveau de l'éthique, ça aurait été de dire on vous donne cet argent et on donne les 100 milliards sans aucun problème. Depuis 2009, c'est pas le cas. Où est-ce qu'on traite la question climatique désormais, Laurent ? Et je pense notamment, puisque c'est quand même un sujet, un des rares sujets sur lequel tout le monde et notamment tous les économistes sont d'accord, l'idée de donner un prix au carbone, l'idée d'une taxe carbone qui n'a même pas été discutée officiellement, en tout cas qui n'apparaît absolument pas dans les rapports à l'issue de cette COP27. Comment on avance sur ce sujet ? Encore une fois, tous les économistes sont d'accord sur l'idée qu'il faut donner un prix au carbone et mettre en place des so-called taxes carbone. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'en arrive pas à avancer sur cette question-là ? Et dans quel type d'enceinte est-ce qu'on peut avancer sur une question centrale qui est celle du prix du carbone ? Écoutez, vous avez raison, c'est probablement la principale pierre de l'édifice nécessaire pour que toutes les autres pièces du puzzle convergent vers la neutralité carbone. C'est le signal prix carbone et après à venir aux biodiversités et autres, mais commençons par le carbone. Donc les COP ne sont pas capables de faire avancer cette problématique au niveau politique, notamment à cause des lobbies. Donc il faut peut-être raisonner en dehors des COP. Et il faudrait peut-être se dire, pourquoi pas l'OCDE ? L'OCDE a été capable de mettre en place un taux minimum d'imposition des sociétés de 15%, accepté par 139 pays. Donc ils l'ont fait. Une autre enceinte pourrait être l'OMC. Et d'ailleurs, la présidente de l'OMC l'a elle-même dit, peut-être qu'on pourrait commencer à regarder le prix du carbone parce qu'au niveau des flux commerciaux, d'autant plus que l'OMC, probablement qu'avec... il est probable que l'hyperglobalisation se ralentisse, puisqu'on va revenir plus vers de la relocalisation, on va raccourcir les chaînes d'approvisionnement. Donc il y aura probablement moins de travail pour l'OMC. Pourquoi pas s'atteler à cette tâche-là, qui serait quelque chose... C'est la pièce du puzzle qui va sauver le système. Et on ne le fait pas. Donc, de manière plus générale, le coût de la transition, la variable d'ajustement de la net zéro économie va être probablement une baisse tendancielle des profits. Donc, si on implémente une taxe carbone, ça va avoir un impact sur les profits, mais pas que. Et donc, on voit bien qu'il y a une résistance énorme des lobbies, puisqu'il y avait une excellente étude qui avait été faite par un asset manager qui démontrait qu'une taxe carbone de $150 appliquée à toutes les émissions des entreprises cotées dans le monde, ça faisait moins 42% à la bourse tout de suite. Oui. Voilà. Donc, il va falloir prendre en compte, changer la manière de prendre en compte cette transition. Et je pense que ce qui pose un problème, c'est l'équation fondamentale qui est en haut du système, qui gère et qui régit la vie économique dans le monde, qui est l'équation de Milton Friedman, qui est je dois l'unique raison d'être d'une entreprise, c'est de créer du profit pour les actionnaires. Oui. Et je pense qu'il faut maintenant shifter pour dire maintenant il faut créer du profit pour tous les stakeholders, y compris la nature. Donner un coup à la nature parce que la nature n'est pas gratuite et ses ressources ne sont pas illimitées. On en a discuté des dizaines de fois déjà avec vous, Laurent. Mais la réglementation qui se met en place, alors plus ou moins coercitive, force les financiers, force les entreprises à au moins reporter ce prix extra-financier, ce prix du carbone ou de l'impact que l'entreprise peut avoir sur son environnement. C'est le sens quand même de l'histoire de la réglementation qui est devant nous, Laurent. Oui, et surtout la réglementation européenne, c'est le sens de la réglementation des standards de reporting ESG en double matérialité qui vont apparaître en 2024 avec la CSRD qui va... pour les entreprises. Pour les entreprises, qui va toucher 50 000 sociétés et aussi les filiales des sociétés non européennes qui ont du business en Europe. Elles vont devoir rapporter en utilisant le SRS, qui est le standard de reporting double matérialité. Et donc, effectivement, la régulation va aider. Et les gens qui vont gagner, c'est les gens qui anticipent la régulation. Donc, les sociétés qui anticipent la régulation, qui travaillent déjà avec un prix interne du carbone, pour pouvoir faire des investissements, soit ils passent pas en fonction de mon prix du carbone, ce sont des entreprises qui vont probablement gagner des parts de marché et qui vont probablement faire du profit dans le court, moyen et long terme. Alors que les entreprises, qui est l'essentiel du PAC, l'entreprise en général, qui sont en retard sur la transition, vont subir ça de plein fouet et ça va avoir un impact négatif sur leur capacité à faire du profit et probablement une baisse tendancielle du return on equity. Et alors c'est là qu'il faut vraiment mettre en place maintenant le return on impact. Ben voilà. On mesurera le rendement différemment.
Absolument. Et alors là, Mais il pourra être positif toujours, ce rendement, oui, c'est quand même le but. Absolument, et je suis heureux que vous en parliez. Donc, il va falloir maintenant, avec toute cette régulation qui arrive, plus la comptabilité triple, en fait le triptyque, comptabilité triple capital, plus prix des externalités négatives, taxe carbone, plus standard de reporting ESG en double matérialité, va permettre de monétiser l'impact positif ou négatif d'une entreprise. Et si je monétise l'impact, je peux le rajouter à mon return on equity pour dire que la performance globale d'un investissement, c'est return on equity plus return on impact. Ça va changer beaucoup de choses sur la manière d'appréhender les investissements et la chaîne qui se mettra en place pour faire fonctionner l'économie afin d'être neutre en carbone. Il faut, je le dis en forme de conclusion, il faut qu'on puisse quantifier ces impacts extra-financiers, ces impacts climatiques en euros ou en dollars. Oui. Le financier a besoin à un moment d'une unité de mesure qui est la sienne, qui est celle du dollar ou de l'euro. Absolument. Et il faut donner cette information aux financiers et aux marchés pour qu'ils fassent leur boulot. Et finalement, je souhaiterais conclure en disant que le néolibéralisme ne permettra pas de faire la net zéro économie. Le néolibéralisme a démontré qu'il y a un accroissement historique entre les plus riches et les plus pauvres dans le monde. Utilise les ressources naturelles sans les régénérer, c'est un énorme problème. Et c'est la première fois dans l'histoire maintenant qu'on voit que les générations actuelles vont avoir un pouvoir d'achat inférieur au pouvoir d'achat de leurs parents. Donc on ne peut pas, si on est honnête et si on veut se regarder dans la glace, on ne peut pas dire que c'est un système qui marche. Il va falloir trouver une nouvelle version du capitalisme pour mettre en musique tout ce dont on vient de parler et qui est absolument nécessaire. Sinon, on court à une catastrophe annoncée qui va être dramatique. Devant nous. Et n'attendons pas trop des COP pour cela. Voilà. N'attendons pas trop des COP pour cela. Donc faisons dans le privé, les institutions financières, les entreprises, les gens, les leaders ont déjà compris qu'il faut le faire. Il y a des institutions financières qui sont déjà en avance de phase. Il faut qu'elles fassent plus d'engagement pour demander à leurs entreprises dans le portefeuille à qui elles prêtent ou chez qui elles investissent, qu'elles mettent en place des plans de transition et qu'elles mettent en place des targets pour être net zéro en 2050. Et alors là, ce sera facile pour elles d'investir dans cette société-là. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'être venu faire le bilan de cette COP27 et d'ouvrir un peu les perspectives au-delà. Laurent Babiquian, directeur monde des marchés de capitaux du CDP, qui était avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.